On entend tout le temps parler de la Banque centrale européenne, la fameuse BCE. On l'imagine souvent comme une institution un peu obscure, très loin de nous. Et pourtant, chacune de ces décisions a un impact direct sur notre portefeuille, sur nos projets. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, pour voir comment, depuis Francfort, la BCE tire les ficelles de notre économie. Et ouais, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une seule annonce peut provoquer une onde de choc qui se propage à travers tout un continent? Ça touche les banques, bien sûr, mais aussi le prêt immobilier pour une maison ou même les chances de trouver un emploi dans sa région. Alors comment ça marche exactement? Pour bien comprendre, imaginez la BCE comme un chef d'orchestre pour toute l'économie européenne. Sa mission, ce n'est pas de jouer de tous les instruments elle-même, non. Son rôle, c'est de donner le tempo, le rythme, pour que tout l'ensemble sonne juste. Alors attention, voici la clé pour tout saisir. La BCE, elle ne nous prête pas d'argent directement, ni aux citoyens, ni aux entreprises. En fait, c'est la banque des banques, c'est son surnom. C'est en changeant les règles du jeu pour ces banques qu'elle influence absolument toute l'économie. C'est le tout début d'une immense réaction en chaîne. Et cette fameuse réaction en chaîne, la voilà, regardez. Tout part de l'étape 1. La BCE décide du coût de l'argent. Juste après, à l'étape 2, les banques répercutent ce coût. Du coup, ça influence directement les entreprises et les ménages qui vont emprunter plus ou moins. L'effet est immédiat sur l'investissement et, au bout de la chaîne, sur l'activité économique et l'emploi. C'est un mécanisme qui paraît simple comme ça, mais qui est incroyablement puissant. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, voyons voir les instruments que ce chef d'orchestre utilise au quotidien. On peut les voir un peu comme les violons et les cuivres de l'orchestre, vous savez, les outils de base pour piloter la symphonie économique. Alors, le premier outil, et de loin le plus connu, le plus puissant, ce sont les taux d'intérêt directeurs. En gros, c'est le prix de base de l'argent dans toute la zone euro. Quand on entend dans les infos que la BCE a modifié ses taux, eh bien c'est de ça qu'on parle. C'est la référence à partir de laquelle le taux d'un crédit auto ou d'un prêt immobilier va être calculé. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand la BCE baisse ses taux? C'est simple, elle appuie sur l'accélérateur de l'économie. L'argent coûte moins cher pour les banques qui du coup peuvent proposer des crédits plus avantageux. Résultat, pour les entreprises et les ménages, c'est le signal que c'est le bon moment pour investir, pour acheter. Et c'est exactement cette double fonction qui est fascinante. D'un côté, on a l'accélérateur, on baisse les taux pour relancer la machine quand elle tourne au ralenti. De l'autre, on a le frein, on augmente les taux pour calmer une économie en surchauffe et surtout pour combattre une inflation qui grimpe trop vite. C'est une question d'équilibre permanent. L'autre levier classique, c'est la quantité de monnaie disponible, ce qu'on appelle la liquidité. La BCE peut décider par exemple d'augmenter la quantité d'argent que les banques ont à leur disposition. Du coup, elles peuvent prêter plus, ce qui soutient l'activité. Et à l'inverse, elle peut réduire cette quantité pour mettre un petit coup de frein. Cette phrase, franchement, elle résume parfaitement toute la philosophie derrière ces outils. En fin de compte, le but, c'est toujours d'ajuster le coût et la disponibilité de l'argent pour orienter l'investissement et par ricochet, la croissance. Ok, mais que se passe-t-il quand l'économie fait face à une crise vraiment exceptionnelle, comme celle de 2008? Quand baisser les taux, même à zéro, ça ne suffit plus. C'est là que la BCE doit sortir l'artillerie lourde. Des outils beaucoup moins conventionnels, des opérations spéciales pour des situations extraordinaires. L'outil non conventionnel le plus célèbre, c'est l'assouplissement quantitatif, le fameux Quantitative Easing ou QE. On en a tous entendu parler. Pour faire simple, la BCE se met à acheter massivement des dettes sur les marchés, comme les dettes des États. Et là, l'objectif change un peu. Il ne s'agit plus seulement d'influencer les taux à court terme, mais bien de faire baisser ceux à long terme. Le mécanisme qui se cache derrière, il est assez fascinant. En achetant en masse, la BCE fait monter le prix de ses titres de dette. Et en finance, il y a une loi quasi mécanique. Quand le prix d'une obligation monte, son rendement, lui, il baisse. C'est donc une façon indirecte mais terriblement efficace de faire chuter les coûts d'emprunt sur 10, 20 ou 30 ans. Et les effets qu'on recherche avec ça, ils sont très concrets. On les a bien vus après la crise de 2008 ou pendant la pandémie. Ça rend les crédits immobiliers moins chers. Ça permet aux États de financer plus facilement des grands projets publics. Et ça incite les grandes entreprises à se lancer dans des investissements de très longue haleine. Mais attention, cet outil est une véritable arme à double tranchant. En inondant les marchés avec autant d'argent, la BCE prend le risque de créer des bulles spéculatives, que ce soit sur l'immobilier ou sur les marchés boursiers. Pire, ça peut encourager un endettement excessif. Et si tout cet argent ne va pas dans l'économie réelle, il finit par générer ce qu'on craint le plus, de l'inflation. Allez, on change un peu de sujet pour aborder une autre mission essentielle de la BCE,
une mission dont on parle un peu moins souvent. Protéger et garantir la stabilité de notre monnaie à tous, l'euro. Et pour ça, la BCE détient un véritable trésor de guerre, je pèse mes mots, des réserves d'or physiques et des tonnes de devises étrangères, comme le dollar ou le yen. Ce n'est pas là pour faire joli dans les coffres, ce sont des munitions prêtes à être utilisées pour défendre la valeur de l'euro si jamais les marchés financiers s'emballent ou tentent de le déstabiliser. Mais pourquoi c'est si important, un euro stable? Eh bien, parce qu'une monnaie stable, c'est le socle de toute l'économie. Ça évite que le prix de l'essence à la pompe explose du jour au lendemain. Ça permet à nos entreprises de vendre et d'acheter partout dans le monde sans avoir peur d'une crise de change. Bref, c'est le gage de confiance qui est indispensable à une économie moderne. Donc voilà, la fonction de ces réserves, elle est avant tout défensive. C'est le bouclier de la monnaie unique. C'est essentiel pour, comme le dit cette phrase, stabiliser la valeur de l'euro sur le marché des changes et maintenir ce climat de confiance si précieux. Bon, au final, on voit bien que le boulot de la BCE, c'est tout un art. C'est un art complexe, il ne s'agit pas juste d'appuyer sur des boutons, il faut trouver en permanence le juste équilibre entre relancer l'économie et la contrôler, entre créer des opportunités et gérer les risques. Si on met tout ça bout à bout, voilà la boîte à outils complète de la BCE. On y retrouve les outils classiques, comme les taux pour piloter le quotidien, le court terme. On a les outils non conventionnels, comme le QE, pour les situations de crise et pour agir sur le long terme. Et enfin, les réserves, le fameux bouclier de la monnaie. Chaque outil a son rôle, mais tous poursuivent le même objectif, créer un environnement stable pour une croissance saine et durable. Et ça nous laisse avec cette question qui est juste fondamentale. Face aux crises, aux chocs imprévus qui sont constants, est-ce que l'équilibre parfait est un objectif réaliste? Ou est-ce que le véritable art d'une banque centrale, c'est finalement de savoir naviguer en permanence dans un océan de compromis délicats entre croissance, inflation et stabilité? Le débat, en tout cas, est loin d'être terminé.